Bonjour à tous. Alors, on va attendre une minute ou deux le temps que tout le monde se connecte. En attendant, je fais de la pub tout de suite sur un petit mécanisme qu'on va utiliser. Donc, comme ça, vous serez prêts en avance de phase. N'hésitez pas à scanner le QR code que vous voyez ou à aller sur le site que je vais mettre dans la conversation. Comme ça, vous l'avez. Ça marche dans les deux cas. Ça monte tranquillement. Merci pour les premiers cœurs. On va commencer à deux. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Peut-être les personnes de l'ANS, vous voyez ce que c'est ces trucs d'intelligence artificielle qui viennent de se mettre sur la conversation? Je l'ai déjà vu. Je peux l'enlever. Voilà, j'ai trouvé. Je l'enlève. Je sais pas, il y a écrit pause, alors je clique sur pause. On va commencer, ça permettra le temps d'introduire, le temps que tout le monde arrive. Donc, bonjour à tous encore une fois, notamment pour ceux qui sont connectés entre-temps. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire sur l'API Fire de données publiques de l'annuaire santé. L'idée, c'est de repréciser, vous allez voir, certains aspects sur cette API et aussi de présenter la nouvelle version qui est sortie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles de bonne pratique autour des webinaires. Vous avez dû voir, votre micro et votre caméra sont coupés. Ceci est pour déjà la bande passante de Teams, mais aussi pour le bon déroulé du webinaire, pour éviter notamment des micros intempestifs quand on parlera. Si jamais vous voulez poser des questions pendant toute la session, vous avez l'espace conversation assez classique sur Teams où vous allez pouvoir mettre vos questions et nous, au fur et à mesure, on pourra y répondre. Et si jamais on a besoin d'une précision autre euh, par rapport à vos questions, si vous pouvez lever la main et on vous activera votre micro. Autre particularité de ce webinaire, vous le voyez sur l'écran, il y aura quelques animations au fur et à mesure. Alors, c'est surtout des petits sondages qu'on aimerait vous poser par rapport à l'API. Donc, on vous invite à dès maintenant scanner le QR code. On va laisser quelques temps, le temps que chacun puisse le faire. Au cas où je remets sinon le code, enfin le lien pour se connecter sur son ordinateur. Et voilà, ne fermez pas la page que cela va ouvrir, puisqu'on va l'utiliser un peu au fur et à mesure de la session. Alors, aussi, avant de commencer, on va se présenter. Donc, bon, je commence parce que c'est moi qui ai la parole. Donc, Alexandre Esca. Je travaille à l'Agence du numérique en santé. Et je fais partie de l'équipe en charge de l'accompagnement autour de tout ce qui touche de près ou de loin à l'identification électronique des acteurs. Donc ça comprend les moyens d'identification électronique, le RPPS et aussi l'annuaire. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Je laisse la parole à mes collègues pour se présenter. Euh, Bonjour à tous, moi c'est William Aziz, donc je suis le product owner au sein du service publication à l'ANS et notamment en charge de la partie développement du Fire. Bonjour à tous. C'est top. On est tout plein. Nicolas Riss, je suis expert interop à l'ANS. Je suis donc pharmacien informaticien de formation. Je suis représentant HL7 France et j'accompagne des différents projets autour du standard d'interopérabilité Fire dont on va parler tout à l'heure. Et on a aussi la chance du coup d'avoir Florent Lajal du grade Nouvelle-Aquitaine qui nous fera un retour d'expérience. Bon, on verra tout à l'heure le sommaire de la présentation si tu veux te présenter, Florent.
Oui, bonjour à tous. Donc, je fais une petite. Alors, c'est pas encore un retour d'expérience, c'est une implémentation. Mais je suis donc Florent Lachal, je suis directeur projet Interop au grade ESEA, donc qui est le grade de Nouvelle-Aquitaine. Et alors, bonne transition justement sur le sommaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une présentation en cinq temps. Une première sur une présentation un peu générale sur l'API et son guide d'implémentation, qui prendra une bonne partie de la présentation. On enchaînera ensuite sur plus spécifiquement la version 2 de cette API, pour entrer un peu dans le détail de ce qui a changé et les améliorations qui ont été apportées lors de cette version. Et ensuite, on ira plus sur des cas concrets. De notre côté, on a des appels qu'on souhaitait vous montrer avec le travail qu'a fait William et Nicolas, notamment de documentation, qu'on pourra vous montrer sur notamment Postman. On enchaînera ensuite avec le cas d'usage de Florent Dugras de Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on vous montrera quelques documentations pour vous aider aussi dans vos projets par la suite. Et alors, sans plus entendre, j'enchaîne sur la première partie, qui est la présentation de l'API et son guide d'implémentation. Et on commence justement avec une première question pour un peu nous comprendre un peu qui vous êtes. Vous avez dû voir apparaître une question, notamment sur... voilà, je vous laisse répondre au fur et à mesure. Ça permettra de voir si vous êtes... C'est très rapide. Je vois 2 tiers, vous êtes des entreprises. Enfin, 60%, on va dire. Et ensuite, plutôt structure et institutionnel sur les restants. Si jamais on a loupé une catégorie, alors on a essayé en regardant les adresses mail, normalement on devrait tomber juste, mais si jamais on a loupé une catégorie, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Je pense en tout cas, on voit un peu qui vous êtes maintenant. Merci beaucoup pour la réponse. Hop, si je continue, est-ce que vous avez déjà fait une requête sur l'API des l'annuaire santé, pardon, des données publiques? L'idée est de voir un peu votre niveau de connaissance et surtout si vous avez déjà pu implémenter notamment la V2. Alors, merci beaucoup en tout cas pour la réactivité sur les réponses. D'habitude, je suis obligé d'attendre un peu plus longtemps. Ok, donc à 60, un peu plus de 70% sur du non, et du coup plutôt 30% sur du oui. Donc quand même, je dirais peut-être 7-8% sur à minima au moins la V2. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. On souhaitait aussi voir si vous saviez lire un guide d'implémentation. Et déjà, si vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas, vous pouvez indiquer que vous ne savez pas. Comme un certain nombre d'entre vous qui savent. Ok. On reviendra de toute façon dessus sans problème sur ce guide d'implémentation et sur ce que c'est. On a un bon 2 tiers de personnes qui savent lire un guide d'implémentation. Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'est fini sur les questions. On reviendra sur les questions ensuite tout à l'heure. Hop, je les mets en plus grand écran. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'y répondre. Et je laisse la parole à mes collègues. Merci Alexandre. Déjà, je vais présenter déjà d'une part ce que c'est que l'annuaire santé, hein, avant de parler de l'API Fire. Donc déjà tout d'abord, l'annuaire santé, c'est alors ce n'est pas un référentiel, je précise, hein, c'est bien voilà, comment dire, ça permet d'agréger et de publier l'ensemble des référentiels, donc à la fois RPPS+, Finesse+, et de données qui proviennent des opérateurs MS Santé, des cartes ou de l'assurance maladie. Donc au niveau de l'annuaire santé, donc là où dans mon service publication, on a notamment, comme on dit, service publication, on a 6 services au total. Donc, notamment, je pense que vous connaissez peut-être le portail Annuaire Santé. On a des web services donc, pour télécharger des extractions publiques ou privées, des web services SOAP, des web services dédiés à la partie MS Santé, donc aux opérateurs MS Santé. Et on a également donc, une API Fire ROR régionaux. Et le 6e qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'API Fire donc, sur les données en libre accès, donc qu'on appelle aussi Iris DP, données publiques.
Alors voilà, là c'est juste un petit schéma pour vous montrer que l'annuaire santé est à la fois consommateur de référentiels de données, de bases de données, telles que sur le côté gauche où vous avez le RPPS+, Finesse+, CPS, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais on est voilà, producteur de services de publication, notamment tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est le petit carré en bleu qui est IRIS-DP. Qu'est-ce que l'API Fire? Donc, alors je rappelle, l'API Fire, c'est une API REST qui a pour objectif vraiment de respecter le standard d'interopérabilité Fire. Donc, je ne rappelle pas forcément tout ce qui nous permet donc de consolider et d'agréger l'ensemble des données du côté gauche. Mais voilà, l'annuaire santé aujourd'hui, l'API Fire annuaire santé respecte notamment le standard HC7 Fire. Et on a donc mis à disposition donc des requêtes qui nous permettent notamment voilà, de pouvoir synchroniser de manière totale, donc des appels full, des synchronisations partielles, donc à partir d'une date donnée, et bien sûr des appels unitaires selon des critères de recherche que vous voulez peut-être lancer, donc notamment consulter un professionnel, consulter uniquement des médecins, etc. Merci William. Tu as parlé de Fire. Rapidement, avant de présenter Fire, je vais dire en quelques mots ce qu'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, en fait, c'est un peu comme une langue, se mettre d'accord sur des règles de grammaire, en fait, pour les ordinateurs, pour échanger entre deux systèmes, en fait, les données de santé. Et donc, bien entendu, c'est très difficile de structurer de manière parfaite à l'international les données de santé pour tout le monde. Par exemple, en France, on a des spécificités telles que l'IANS, l'INASRUCT, l'INADPS, etc. Et donc, pour résoudre cette difficulté, il y a des standards, en fait, tels que FHIR, qui va décrire, en fait, un socle commun d'échange de données, mais qui va être personnalisable, qui va permettre de pouvoir indiquer des informations complémentaires pour vraiment adapter, en fait, un socle commun international à des cas d'usage très spécifiques. Donc FHIR permet tout à fait ça. C'est un standard d'interopérabilité internationale fait par l'association HL7 qui va définir ce format de données commun. Donc comment ça marche? FHIR va définir, on va dire, à peu près 150 ressources chacune de ces ressources, c'est à peu près c'est la plus petite entité d'échange, la plus petite unité d'échange de FHIR. Et il faut voir chacune des ressources, en fait, comme un objet JSON avec une structure bien définie. Et chacune va représenter un concept métier médical. Par exemple, le patient, on va avoir une date de naissance, des identifiants, un genre administratif, des adresses, etc., etc. Et donc, tout ça, ça va donner un socle global international très générique pour le patient, par exemple également pour les organisations, pour les healthcare services, etc., etc. Il va falloir spécifier et préciser, en fait, pour chaque cas d'usage. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une syntaxe commune qui se base soit sur XML, soit sur JSON, pour modéliser un grand spectre de données médicales. Et donc, l'objectif de ces travaux, côté annuaire santé, ça va être de préciser l'usage de FHIR et de le rendre vraiment spécifique et adapté au cadre du projet annuaire santé. Donc, définir quelle donnée va dans quelle case FHIR et indiquer comment, par exemple, on va modéliser le savoir-faire, la situation d'exercice d'un professionnel de santé en FHIR. Et donc, globalement, en fait, les référentiels Finesse et RPPS, comment est-ce qu'on va les retranscrire en FHIR derrière? Et donc voilà, je vais laisser la main à William vous donner ces exemples d'objets en FHIR qu'on aura définis dans le cadre de l'annuaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'API Fire en santé contient au total près de 5 ressources, hein. Donc, la ressource practitioner qui correspond à l'exercice professionnel des professionnels intervenant dans le système de santé. Donc, on a également donc, le practitioner role qui correspond notamment aux activités ou aux situations d'exercice des professionnels. Et on a comme troisième ressource l'organisation qui contient à la fois les établissements d'entités juridiques ou géographiques. Vous pouvez retrouver des finesses ou des RPPS RAN, etc. La quatrième ressource device qui correspond aux équipements matériels lourds et le healthcare service qui contient donc les activités de soins et les équipements sociaux.
Merci. Donc maintenant, je vais vous parler de tous les travaux qui ont été faits sur l'aspect Fire, donc sur l'aspect modélisation de l'annuaire santé. Donc au départ, il y avait toutes les ressources de conformité sur un GitHub. Donc les ressources de conformité, c'est ce qui permet d'indiquer la structuration Fire précise pour un cas d'usage. Celle-ci n'était initialement pas packagée, pas versionnée. Il y avait certaines erreurs, donc on n'était pas Fire compliant totalement, empêchant du coup l'assurance qualité de valider vraiment la conformité des ressources exposées par l'annuaire au profil Fire, aux ressources de conformité Fire. On n'avait pas de profil spécifique pour les données publiques, données restreintes, et on avait un décalage entre la modélisation annuaire et le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cadres d'interopérabilité, on va vraiment parler de l'annuaire ici, ou très légèrement. Aujourd'hui, du coup, on a une modélisation générique qui est disponible pour l'ensemble des cas d'usage Fire. Par exemple, là, on imagine bien l'API annuaire santé qui est utilisée pour avoir tous les praticiens, par exemple, qui sont inscrits à l'ordre. Mais la modélisation des praticiens, elle est utilisable dans plein de cas d'usage. Par exemple, dans l'e-prescription, comment est-ce qu'on modélise le prescripteur? Dans le compte-rendu d'hospitalisation, comment est-ce qu'on modélise le médecin qui est responsable de l'hospitalisation? Et donc, dans tous ces cas d'usage, l'objectif, c'est d'utiliser la même modélisation, que ce soit en exposition de l'API annuaire santé, que dans les cas des documents médicaux, e-prescription, compte rendu d'hospitalisation et tous les comptes rendus et tous les documents médicaux imaginables. On a aussi aujourd'hui des modélisations spécifiques pour les données publiques et les données restreintes, ce qui a permis de faire une vérification de l'ensemble des ressources exposées par l'annuaire santé qui soit bien conforme à la modélisation que l'on souhaite. Et enfin, toutes ces ressources de conformité, on les aura mis dans un guide d'implémentation versionné et packagé, dont je vais vous présenter à la prochaine slide. Donc, un guide d'implémentation, qu'est-ce que c'est? Ça va être un site web, en fait, qui va spécifier l'adaptation de Fire dans le cadre du projet annuaire santé, en l'occurrence. Donc, le guide d'implémentation, c'est vraiment un outil officiel HL7 qui contient et à la fois la documentation narrative, comme vous le voyez à gauche, et la documentation technique à droite qui va valider la conformité aux ressources Fire. Voilà. Un petit point très important aussi sur la slide suivante, c'est qu'à l'agence, on essaye le plus possible d'être open source et dans la collaboration. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est sur le guide d'implémentation, que ce soit la documentation narrative en Markdown, les profils en FSH, pour ceux qui connaissent, ben, tout est open source et accessible. Et donc, n'importe qui peut proposer des améliorations ou nous notifier de potentielles erreurs. Donc, pour les plus technophiles d'entre vous, vous pouvez faire des pull requests, donc proposer directement des changements, des modifications. Ou pour les autres, il y a aussi des formulaires, donc des issues GitHub, qui permettent de poser des questions et soulever une problématique, suggérer une amélioration, etc., etc. Et donc, en bas de la page du guide d'implémentation, comme vous pouvez le voir sur la petite capture rectangulaire, il y a des liens, donc issue sur le guide d'implémentation, ou IG, pour indiquer potentiellement des erreurs de modélisation qui ont été faites, ou des erreurs Fire, si vous réutilisez la modélisation Fire de l'annuaire santé dans d'autres cas d'usage Fire, ou également des issues sur l'API. Donc, si vous souhaitez faire des remarques sur l'API, c'est-à-dire sur l'implémentation en tant que telle. Voilà, donc pour vous dire un peu comment se situe le guide d'implémentation de l'API annuaire santé dans le contexte d'interopérabilité nationale. Donc, je vous ai déjà parlé de FireCore, qui est le socle générique international de Fire, que tout le monde doit respecter. Et on a la même chose au niveau français, qui est le guide Fire FRCore, qui va s'appuyer sur FireCore, qui va définir le socle générique national d'usage de Fire dans le cadre national. Et il va par exemple spécifier comment on partage l'identifiant national de santé des patients, comment est-ce qu'on va spécifier l'identifiant national des professionnels de santé, l'identifiant national des structures, etc., etc. Donc c'est vraiment Fire adapté pour l'usage national. Et donc c'est maintenu par Interop Santé, qui est le représentant officiel d'HL7 en France. Ensuite, nous, côté ANS, on a dérivé de ces profils FRCore pour les rendre vraiment spécifiques à l'annuaire santé. Et donc, on a
on a créé des profils données publiques et données restreintes qui va rendre obligatoire certains champs, qui va mettre en évidence les champs qui sont implémentés par l'API, etc., etc. Je cite par exemple une extension data trace qui permet de dire d'où vient la donnée. Et voilà. Donc, pour la suite, un autre point intéressant sur les guides d'implémentation. Je trouve ça super par rapport aux spécifications PDF qui pouvait y avoir en interop avant. C'est que le guide d'implémentation nous donne tout un outillage qui permet de faire la gestion des versions. Donc, sur la première ligne, vous pouvez voir l'accès à la version courante. Donc, ce qui finit par IG/fire/annuaire, ça va être tout le temps, toujours la dernière version publiée. Donc, dès qu'on va publier une nouvelle version, ce lien va afficher directement la dernière version. Donc, qui dit dernière version dit version historique. Et donc, vous avez la page ici, en tapant annuaire/history.html, qui contiendra du coup le tableau de toutes les versions de l'annuaire santé sur lesquelles on a travaillé, qui ont été publiées. Et je vous ai rappelé le lien en bas avec le QR code qui est potentiellement caché. Donc, vous aurez le support à la fin, sur le site ensuite, hein, pour avoir tous les liens notamment. Merci Alexandre. Et bien entendu, vous pouvez aussi accéder aux versions spécifiques. Donc, il suffit de rajouter en fait le numéro de version du guide d'implémentation derrière le lien. Par exemple, ici, /0.1.0, c'est le guide d'implémentation qui va spécifier la modélisation Fire de l'API V1. Et enfin, on a vu sur GitHub que n'importe qui peut proposer des changements, proposer des issues, et donc ces différences, elles vont être traitées au fur et à mesure, mais pas être implémentées tout de suite, pas être publiées tout de suite. Donc on a aussi une version en intégration continue qui va être créée automatiquement à chaque fois qu'on fait une modification sur GitHub, et donc qui va être soumis à des changements réguliers et qui est non versionné. Donc il ne faut pas s'appuyer dessus pour développer, mais ça peut être intéressant de regarder ce qui est affiché pour voir les évolutions qui vont venir et qui seront publiées plus tard. Et ben maintenant, on peut passer aux choses concrètes avec William qui va vous parler de l'appli. Alors, juste Ou avant, Alexandre, Pardon, non, c'est juste avant, on a questions. quelques questions. Du coup, je vois qu'on a un peu de temps, donc autant en profiter. J'ai une question dans le partie conversation. Est-ce que la connaissance de FR Core est nécessaire pour l'utilisation des API ANS? Alors, peut-être que tu peux revenir 2 slides en avance, enfin 2 slides plus tôt. En fait, le guide d'implémentation annuaire santé va automatiquement hériter de tout ce qui est sur Fire FR Core grâce aux outils. Donc, si vous regardez le guide d'implémentation annuaire santé, vous allez voir automatiquement les contraintes qui ont été mises au niveau de FR Core ou les spécifications qui ont été mises au niveau de FR Core. Donc, si vous développez Fire, si vous avez des API Fire que vous développez, oui, vous devez vous intéresser à FR Core pour potentiellement respécifier pour votre cas d'usage. Si c'est juste pour la consommation de l'annuaire santé, je pense que le guide d'implémentation annuaire santé est suffisant pour voir la modélisation exposée, pour avoir la documentation de la modélisation des données exposées par l'annuaire santé. Merci. Et une autre question, est-ce que IrisDP inclut les adresses MS Santé? Alors, la réponse est oui. Donc, les balles MS Santé se situent sur, selon le type de balle, de boîte aux lettres, d'adresse MS Santé, elles peuvent être situées sur la ressource Practitioner, Practitioner Role et Organization. Donc, après, on pourra vous montrer plus tard, mais on a une documentation qui fournit notamment des exemples sur les différents types de balles MS Santé. Donc, que je vous redirigerai là-dessus. Donc, je pourrais toucher 2-3 petits mots si vous voulez, juste après. Top, merci. Une autre question, allons-nous voir la possibilité d'appels croisés avec la possibilité d'obtenir des informations de Organization et Practitioner avec un seul et même appel API? Ah oui. Là, c'est une. Alors, je propose peut-être qu'on fasse le déroulé de la présentation. Je sais qu'il y a énormément de questions sur cette relation entre la ressource Practitioner et Organization, pour notamment répondre à un cas d'usage qui est concrètement comment récupérer le professionnel et son lieu d'exercice.
La réponse est aujourd'hui, alors c'est assez compliqué de faire une seule et même requête. Voilà, il y a des histoires de performance. On essaie justement de répondre dans ce cas-là, hein, donc on essaie de réfléchir avec les équipes de dev là-dessus. Et peut-être que je vous propose, si ça vous convient, voilà, que je vous présente la version 2 et on pourra en revenir là-dessus, reposer des questions si, voilà, si vous voulez des choses plus particulières sur cette partie-là. Ok. Il y a quelques questions, il y a encore 4 questions qui ne sont pas encore répondues, mais on avance et puis on voit ensuite pour y répondre. Ça me va. Alors, sur la seconde partie, donc, il va se focaliser cette fois sur la version 2 des données et on revient sur notre petite animation. Je raffiche le QR code si vous êtes parti. Euh, Alors, à votre avis, quelles ressources sont utilisées sur l'API FAIR données publiques de l'annuaire santé? Je ne sais pas si William ou Nicolas voulaient commenter ce qui apparaît au Ouais. fur et à mesure. Alors oui, en effet, on parle de ressources, donc c'est un peu les slides qu'on a vus précédemment. Donc au total, on a 5 ressources aujourd'hui, hein, donc practitioner role, device, healthcare service et organization. Après, c'est vrai que quand on parle de RPPS ou de MSS, c'est plutôt des données de l'API données publiques. Donc, mais en soi, vous retrouverez bien sûr les identifiants RPPS, les identifiants nationaux, les balles MSS, etc. Continue. Est-ce que vous connaissez le metadata? Alors, on est à près de 60% de Ouais. oui, 40% de non, c'est bien ça? Ah bah, ça se... Ah ouais, bon, Bon, ça va, c'est entre 55 et 60. voilà. Pour vous donner voilà, le metadata, pour moi, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Je pense que Nicolas le soulignera énormément aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le metadata, on va dire que c'est le premier appel que vous devriez peut-être réaliser. Déjà, pour d'une part, vérifier que vous arrivez à bien appeler notre serveur. Et en même temps, ça permet de connaître l'ensemble des spécifications du serveur Fire. C'est-à-dire que vous saurez à l'intérieur quelles sont les ressources qui sont contenues dans le serveur Fire, quelles sont les différentes méthodes du get, du post, etc. Vous pourrez savoir également les paramètres de recherche sur chaque ressource. Par exemple, typiquement sur la ressource practitioner, je pourrais savoir que je peux interroger dans la V2 sur le prénom ou le nom. Voilà, typiquement. Donc c'est grâce à ce metadata qu'on appelle aussi capability statement qui permet de connaître, voilà, sur une réponse JSON, l'ensemble des spécifications fonctionnelles techniques. Nous, on essaie justement voilà, d'améliorer les métadatas pour vous donner plus de documentation. Comme ça vous permet d'avancer et d'être un peu moins dans le flou dans la découverte de l'API Fire Annuaire Santé. Une dernière question, je crois. Est-ce que vous savez si vous pouvez poser des questions sur l'API sur GitHub? Alors ça, comme on en a parlé juste avant. Du coup, j'ai l'impression que une immense Ouais. majorité a l'air de dire oui. En tout cas, enfin, Nicolas l'a déjà précisé, mais voilà, comme on dit, hein, il peut y avoir donc que l'on soit technique ou fonctionnel, honnêtement, c'est pas forcément très compliqué, hein. GitHub, ça peut paraître que pour les devs, mais au final, nous, notre objectif, et c'est un peu le credo que l'on essaie de porter, c'est voilà, de montrer et on espère qu'à la fin de cette heure et demie, vous pourrez dire que l'API Fagnon en santé, c'est pas si compliqué que ça. Enfin bon, modulo, bien sûr. Enfin, pour appréhender l'API Fire, nous, on essaie au mieux que vous soyez le mieux embarqué possible, que vous ayez toutes les billes, et après, qu'on puisse ensuite voilà, faire un peu la règle des 80-20. 80% des choses sont à réaliser, et c'est assez facile. Les 20%, c'est ce qu'on essaie de travailler au fur et à mesure de nos développements. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. On est preneur.
voilà, que ce soit pour des suggestions, des améliorations ou des anomalies. Donc voilà, si vous baignez un petit peu dans le développement, il y a toujours des petites anomalies quelque part, mais voilà, nous, on essaie de faire en sorte de renforcer voilà, notre API Fire pour le bien de l'écosystème. Alors, peut-être pour commencer sur cette partie, on voulait déjà remercier l'ensemble des personnes qui ont notamment contribué à la version 1 de l'API Fire. C'était une API qu'on n'arrêtait pas de dire nous comme étant en bêta test. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre, je pense, d'entre vous qui ont participé et qui ont fait leur retour au fur et à mesure, notamment sur le GitHub. Et c'est avec ces retours qu'on a pu, enfin, que je dis on, mais c'est surtout William et Nicolas, qui ont construit cette nouvelle version de l'API. Et du coup, donc un grand merci. On voulait vous remercier déjà par rapport à ça. Et on va vous montrer ensuite, enfin, William et Nicolas vont vous montrer ensuite les améliorations avec cette version 2 qui vient directement de vos retours. Alors peut-être justement, je sais que tout à l'heure, certaines personnes ont dit qu'ils n'avaient pas encore fait de requête ou peut-être sont encore débutants sur l'API. On a, nous, de notre côté, quelques usages qui ressortent au niveau de la partie bêta test. Alors, on espère qu'il y en aura plein d'autres ensuite avec une nouvelle version de l'API. Mais en tout cas, on a des usages qui viennent aussi bien de secteurs privés, donc aussi dans des éditeurs, les cabinets de conseil ou des entreprises de dispositifs médicaux, mais aussi de forces publiques, hein, que ce soit les assurances maladie, GRAD, ARS, ou des structures, principalement des hôpitaux quand même, qui s'en servent aujourd'hui. Au niveau des usages, il y en a quand même un qui ressort quasiment unanimement un peu partout sur l'ensemble des personnes, c'est le contrôle de l'existence d'un professionnel et de son autorisation à exercer. Derrière, ça permet, je pense notamment aux acteurs publics, de s'assurer qu'une personne bien faire ce qu'il est en train de dire qu'il fait. Et ensuite, l'autre gros usage qui ressort, c'est un peu la constitution d'un annuaire local se basant sur l'annuaire santé et du coup d'ailleurs une mise à jour régulière, que ce soit pour mettre à disposition des recherches facilitées dans leur solutions, je pense notamment aux éditeurs, mais aussi pour potentiellement faciliter l'intégration ou la recherche d'une boîte MS Santé par exemple, ce genre de choses qui est utilisé aussi bien côté hôpitaux que éditeurs. Après, on a quelques besoins locaux ou en tout cas très spécifiques à certaines structures, que ce soit par exemple sur la cadre de la formation continue pour certains cabinets de conseil ou l'alimentation de la base transparence, notamment pour les entreprises de dispositifs médicaux. Voilà, donc, c'est des exemples, c'est pas exhaustif, il y en a probablement plein d'autres. Et si jamais il y en a d'autres qui vous paraissent hyper intéressants, n'hésitez pas à les partager même dans la conversation. Ça puisse donner des idées à d'autres personnes. Alors, déjà, ce que je voulais montrer aussi au niveau de l'API Fire en santé, c'est que pour ce projet-là, donc, je rejoins ce qu'a dit Alexandre. Merci beaucoup pour les bêta-testeurs, hein, donc ceux qui ont contribué à la V1, parce que sans la V1, il n'y aura pas eu de V2. Et aujourd'hui, et la V2, elle s'est construite pas toute seule, pas qu'avec l'équipe de développement, elle s'est construite grâce à une synergie voilà, de différents domaines, de différents services. Voilà, donc moi, ce que je voulais montrer, c'était que cette organisation que l'on a, donc avec Nicolas, moi et William, enfin moi, pardon, moi et Alexandre, c'était que aujourd'hui, les trois profils sont nécessaires pour justement faire en sorte que vous puissiez monter votre propre projet Fire au sein de votre entreprise, au sein de votre institution, etc. Pour moi, voilà, si on prend l'exemple voilà, de Nicolas, Nicolas a notamment réalisé le guide d'implémentation. Donc c'est un peu notre messie, on le suit et on suit à la lettre justement tout ce qui a été régi dans le guide d'implémentation, que ce soit sur le type de données, sur les cardinalités, sur les attributs. On lui pose des questions et ça nous permet notamment de monter en compétence là-dessus. De mon côté, moi en tant que PO, l'objectif c'est voilà, de vérifier scrupuleusement comment dire, le guide d'implémentation, de vérifier que les développements correspondent bien justement comment dire, au guide d'implémentation et surtout que les réponses JSON que l'on va fournir correspondent aussi là-dessus aux besoins métiers. Et bien sûr, Alexandre est là notamment pour tout ce qui est accompagner l'écosystème dans la communication. Voilà, il nous a permis justement voilà, il y a toute cette forte communauté
d'animation qui est importante. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'expliquer que l'API Fire, ce n'est pas quelque chose qui est que pour les techs. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour, on peut le dire, hein, pour la France, important pour nous, pour la santé. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de porter ce message qu'il faut avoir ces trois profils-là pour justement savoir lire un guide d'implémentation, savoir diriger les développements tout en lisant le guide d'implémentation et bien sûr tout ce qui est accompagnement au niveau de l'extérieur. Donc c'est vraiment important pour moi, c'est cette synergie. Oui, peut-être pour compléter d'un point de vue interop, l'interopérabilité, elle doit vraiment être utilisée, les standards tels que Fire, elles doivent être utilisés pour un besoin bien précis. Et donc, ce besoin de collaboration et de co-construction avec les personnes vraiment métiers pour s'assurer que les données vont dans les bonnes cases, que les données soient bien modélisées et que ça corresponde vraiment aux besoins est indispensable. Donc, si vous avez des API Fire à faire, voilà. Et là, c'est pour vous donner juste un exemple voilà, voilà, je vous ai présenté les 5 ressources, donc voilà, avec les différentes relations. Donc, on peut voir donc le practitioner, donc les professionnels avec leurs activités practitioner role, l'organisation donc avec les entités géographiques et juridiques. Et ensuite, on a les healthcare services et le device. Et là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a la ressource personne qui est une ressource sur laquelle on va démarrer un peu plus tard. Voilà, on est en train de travailler, d'analyser un petit peu sur cette partie-là. Le guide d'implémentation a déjà été réalisé. Enfin, on travaille toujours dessus. Mais voilà, notre objectif est de pouvoir démarrer les développements sur les données restreintes. Donc, c'est quelque chose qui est dans le pipe, qui est en cours. Donc, la slide qui, pour moi, va démarrer voilà, le sujet. Quelles sont les grandes évolutions de l'API Fire version 2? Donc, comme l'a dit Nicolas, hein, c'est que aujourd'hui, l'API Fire V2, elle respecte le standard d'interopérabilité Fire HL7. Donc, c'est ça qui, pour moi, est le plus grand changement. C'est pour ça qu'on a cette version 0.1.0 et on est passé dans la version 1.1.0 qui fait qu'il y a eu voilà, énormément de changements et c'est pour ça qu'on encourage les personnes à migrer vers cette nouvelle version. Deuxième fait, on a aussi réduit la dépendance avec API. Donc API, c'est une solution qui permettait notamment d'embarquer comment dire, sur le Fire. C'est un peu voilà, une application où vous pouvez directement faire des appels, directement utiliser la structuration de données. Mais voilà, avec l'API Fire version 1, on a constaté qu'il y avait des problèmes de performance. Voilà, donc il y avait des limites et qu'il fallait qu'on crée, voilà, qu'on n'appuie pas nos API sur la solution API, qui est une solution payante, mais voilà, qu'on crée nos propres API ANS dessus. Et c'est là l'objectif, c'était de dire, voilà, on réduit notre dépendance. Par contre, ce que fait API et ce qu'ils font très bien, c'est tout ce qui est structuration de données. Donc ça, on continue toujours d'utiliser. Troisième point, des attributs ont été déplacés de la ressource Practitioner Role vers la ressource Practitioner. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine slide. Et c'est là le grand changement de cette nouvelle version. Et quatrième point, c'est que, alors et ça je tiens à le préciser, je le mets aussi dans la documentation, les avis techniques des ressources Practitioner et Practitioner Role ne sont pas identiques entre la V1 et la V2. Voilà, c'est la limite qu'il y a aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire du 1 pour 1, ce n'est pas forcément possible. Alors, déjà, d'une part, là, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'il y a un énorme changement entre la ressource Practitioner Role et la ressource Practitioner. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a suivi donc, le guide d'implémentation voilà, qui a été modélisé par Nicolas. Et voilà, on a fait en sorte de suivre cette version 2 où on voit que des attributs du practitioner role sont déplacés dans la ressource practitioner. Déjà dans un premier temps. Hop, maintenant, ça arrive. Tac. Voilà, dans un premier temps, vous voyez que les attributs du value human name sont passés de practitioner role sont passés dans l'attribut name du practitioner. Donc, je rappelle, vous avez la ressource practitioner
Et ensuite, vous avez donc c'est une arborescence. Donc, il y a un nœud qui s'appelle name, et en dessous, il y a des sous-nœuds où il y a préfixe, suffixe, prénom et nom. Donc, les termes dans le guide d'implémentation, c'est given, family, suffixe et préfixe. Si on passe à la suivante, la partie specialty de practitioner role, comment dire, tous les attributs sont passés dans un nœud qui s'appelle qualification, donc il contient notamment le type de savoir-faire et le savoir-faire. Ensuite, vous voyez que la profession et la catégorie professionnelle étaient dans le coding du practitioner role. On les a déplacés aussi dans le nœud qualification. Ensuite, toute la partie carte, au départ, dans la ressource practitioner role, était dans l'attribut smart card. On a créé une extension dans la ressource practitioner et on a ajouté donc toutes les informations des cartes, donc type de carte, numéro, période. Et ensuite, on a oublié peut-être la dernière slide. Pardon. Ah ben non, ouais, la dernière, ben non, je pense que c'est bon. Oui, non, Non, c'est c'était bon. ça. C'est bon, Oui, oui. c'est bien ça. Et au final, oui, on reste bien sûr sur du coding avec les fonctions, etc. Ok. Yes. Et voilà, de manière générale, alors j'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique pour essayer de pas trop voilà, ne pas trop vous casser. Mais voilà, de manière générale, en termes d'évolution sur l'API Fire V2, donc on a le capability statement ou metadata et les réponses JSON ont été modifiées. Donc vous pourrez voir un petit peu en termes de visuel sur les réponses JSON. Sur chaque ressource, on a ajouté l'attribut profile du profil FR Core canonical. Troisième point, on avait dans la V1 une ressource subscription qu'on était dans une phase de POC. On a constaté qu'il n'y avait pas forcément, on n'avait pas réussi forcément à créer un vrai cas d'usage. Donc pour le moment, on l'a dépriorisé, on l'a désactivé aujourd'hui. Ensuite, quatrième point, la balise télécom encapsule désormais les informations liées aux informations de communication, donc mail, téléphone, MS Santé. On a également, en cinquième point, donc, une extension AS, donc AS pour Annuaire Santé, ex Data Trace, donc, qui contient donc, des informations sur l'autorité d'enregistrement, le système d'information, date de mise à jour de l'AE, de l'autorité d'enregistrement aussi. Et sixième point, on avait aussi évoqué le fait d'améliorer la lecture sur les ressources qui sont inactives. Et donc, on a ajouté notamment la ressource type, l'idée technique qui était déjà présent, le méta, le langage, mais on a aussi l'identifier, le statut active et le nom de l'organisation pour la ressource organisation. Voilà, donc pour vous donner un exemple, sur la partie practitioner, donc on a ajouté systématiquement l'identifiant national du professionnel. Comme on a pu le voir, ajout des informations des cartes CPX dans une extension ASEXT Smart Card. Désormais, et c'est ça, je pense que beaucoup de personnes ont pu le remarquer s'ils l'ont testé sur la V2, le nom, prénom, préfixe, suffixe sont désormais présents dans la ressource practitioner sur l'attribut name. Et le paramètre de recherche specialty qu'on a vu tout à l'heure n'existe plus au profit de qualification code dans la ressource practitioner. Et sur la ressource practitioner role, on a donc, alors c'était beaucoup demandé, donc on a ajouté donc un attribut identifier sur la ressource practitioner role. C'est qu'avant on avait uniquement l'identifiant technique, maintenant on a désormais l'identifiant métier de l'activité qui permet justement de simplifier un petit peu la lecture. La suppression des attributs catégories professionnelles et professions qui sont déplacés sur la ressource practitioner. La suppression des informations liées aux cartes CPX, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que la suppression de l'attribut value human name que l'on a vu aussi tout à l'heure et qui a été remplacé par name dans le practitioner. Sur la partie organisation, healthcare service et device, il y a beaucoup moins de grandes évolutions. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis à jour le code système pour filtrer sur le structure finesse
et RPPS RAN. Donc voilà, aujourd'hui, quand on parle de code système, c'est voilà, l'URL qui permet de reconnaître typiquement si ça provient du référentiel finesse ou RPPS, tout simplement. Donc voilà, c'est notamment sur l'attribut identifier où vous pourrez saisir le code système et le code. Voilà. Vous pouvez notamment, si vous souhaitez, interroger directement le code. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques informations. On a ajouté dans le healthcare service la catégorie activité sanitaire régulée avec un binding sur la JDV. Et on a aussi ajouté une extension AS Data Trace contenant la période d'autorisation sur la ressource device. Pour vous donner un exemple de la timeline que l'on a fait, donc on a bien sûr fait l'API Fire V1 qui date d'il y a près de 3 ans maintenant, septembre. On a soufflé ces 3 bougies. Et on a démarré donc l'année dernière sur les travaux de l'API Fire V2. Et on a pu déployer cette V2 en avril 2025. Alors ce qui était assez, alors je crois que c'était le 28 avril. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on on a constaté qu'une fois qu'il y a eu la mise en prod de la V2, près 1 heure après, des personnes l'ont déjà interrogé. Donc c'était assez intéressant de voir qu'il y avait déjà eu des personnes qui étaient au taquet, comme on peut dire. Et voilà, c'était vraiment appréciable. Et ce qu'on voulait aussi communiquer là-dessus, c'est qu'à partir de décembre, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous appelez l'API Fire, quand l'URL c'est Fire slash, tout simplement, ça interroge automatiquement la V1. On a fait ça de manière à éviter des inconvénients, des problématiques, en disant mon API ne fonctionne plus. Nous, on voulait profiter de ce webinaire pour justement dire que à partir de décembre ou janvier, on redirigera vers la V2, mais ça n'empêchera pas de pouvoir interroger, si vous le souhaitez, la V1. Donc, bien sûr, soit vous interrogez l'URL Fire et donc elle se redirigera vers la V2 à partir de décembre-janvier. Sinon, vous pouvez faire Fire slash V1 pour appeler la V1, Fire slash V2 pour appeler la V2, tout simplement. Et notre objectif là-dessus, c'est j'ai mis le tableau, mais au final, j'ai oublié de mettre à jour. Mais la timeline, elle a été correctement mise à jour. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un décommissionnement de l'API Fire V1. On avait communiqué au départ en mars 2026, mais vu certaines contraintes, notamment au travers des exigences Ségur, on l'a repoussé jusqu'à juillet 2026. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à consulter, consommer l'API Fire V2 là-dessus. Sachant qu'il faut savoir aussi, c'est que on continuera toujours à faire évoluer l'annuaire santé, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure au travers d'une autre slide. Voilà, c'est notamment cette slide-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille aujourd'hui, et j'en profite justement de ce webinaire pour vous parler de la prochaine livraison que l'on s'apprête à faire. Actuellement, on espère pouvoir livrer pour novembre. Donc aujourd'hui, la prochaine livraison dans près d'un mois, j'espère, ce sera notamment le raccordement avec le SMT, donc de l'ANS. Ce qui fait qu'une fois qu'on sera raccordé avec le SMT, on pourra notamment obtenir donc les champs display, donc les libellés des différents champs. Donc, si par exemple vous cherchez la profession code 10, vous aurez le libellé médecin. Donc, et là, ce champ de display sera répercuté sur l'ensemble des ressources. Donc, ça va être, je pense, appréciable, surtout en termes de lecture de la réponse JSON. Autre chose que l'on a aussi travaillé, c'est la mise en place du reverse chaining, le underscore as, et du chain paramètre en version bêta. Alors, ça va être vraiment intéressant. On a travaillé là-dessus. C'était quelque chose sur lequel l'équipe de développement a beaucoup travaillé. On avait un défi en termes de performance.
et en termes de cas d'usage métier, on sait qu'il y a un énorme besoin. Alors, je précise que voilà, on a mis le chain parameter en version bêta, tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines requêtes qui peuvent prendre plus de 30 secondes. Je rappelle que le timeout est de 30 secondes. Et voilà, certaines requêtes sont super à 30 secondes. Donc, on met à disposition, on mettra les requêtes qu'on a pu analyser et qui fonctionnent. Par contre, la partie reverse chaining as, tout fonctionne. En termes de performance, c'est plutôt un succès. Donc là-dessus, en termes de requêtes, je vous montrerai plus tard, mais on alimentera, une fois que ce sera mis en prod, la collection Postman pour vous donner des exemples de requêtes à lancer. On a aussi mis la mise en place du modifier Search Result Note. Donc, le Search Result Note, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de exclure des codes, par exemple. Je veux rechercher des organisations qui ne font pas partie de la catégorie d'établissement 159 et 165. Donc, on a vu qu'on l'avait pas, voilà, on l'avait pas implémenté, donc on l'a mis en place. Ensuite, on a la mise en place de l'adresse line et de l'adresse qui permet d'interroger le numéro et le libellé de la voix. Donc, là-dessus, aujourd'hui, on l'a fait ce développement pour voilà, dans le cas pour des exigences Ségur sur lesquelles on a oublié de l'intégrer. On l'a mis sur l'API Fire V2. On l'a aussi mis sur l'API Fire V1 pour répondre aussi aux besoins. Donc, voilà, je sais que c'était quelque chose qui était vraiment très important et donc on l'a mis en place et vous l'aurez dans cette prochaine version. La mise en place d'une fonction Previous. Pour ceux qui ne le savent pas, on a si vous faites un appel sur, par exemple, toutes les activités des professionnels, vous avez peut-être 1 million de lignes, mais chaque pagination contient 50 résultats. Et donc, vous avez un lien Next qui vous permet d'accéder à la page suivante. Et on n'avait pas de lien pour revenir à la page précédente. Donc, l'objectif, nous, c'est voilà, de mettre ce lien fonction previous qui est, voilà, aujourd'hui, il n'est pas permanent, il a une durée limitée, je ne sais plus, de 15 minutes ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça me permet notamment de pouvoir naviguer avant ou après sur vos différentes paginations. Et en termes de correctifs et améliorations, voilà, on a apporté des correctifs sur le metadata. Donc voilà, on a lu le metadata, on a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément bons, des paramètres qui ne sont pas présents, des méthodes non utilisées. Et voilà, on a aussi ajouté donc des définitions pour justement voilà, améliorer cette lecture-là. Donc c'est pour nous très important. On a aussi apporté des correctifs sur les appels utilisant plusieurs combinaisons et. Donc, quand on avait, je ne sais pas, 50, 60 et, on fait des tests comme ça chez nous, hein, et ben, on constate qu'il y avait des limites. Et voilà, on a apporté ce correctif-là. Et on a aussi modification du type de données version ID pour que ce soit du integer au lieu du string. C'est notamment une des remontées, et je remercie à la personne, je ne m'en souviens plus du prénom, mais voilà, qui nous a remonté cette problématique-là. Et du coup, comme quoi, comme on vous a dit, c'est que le GitHub est fait pour ça. On a pris en compte cette demande et on l'a corrigée pour cette nouvelle version. Alors, je vois qu'on est légèrement du retard, donc je vous propose c'est qu'on avance. On a bien noté les questions qui manquent. On pourrait les traiter à la fin. Je pense qu'on aura le temps. Alors là, on passe plutôt sur les exemples, donc vraiment plutôt concrets sur des cas d'usage, notamment sur l'exemple d'appel. Alors oui, on avait une petite animation, mais c'est pas grave, vous aurez directement les différentes URL. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les appels de l'API Fire Animal Santé, déjà d'une part, avant de faire des appels, il faut que vous ayez bien sûr une API key. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la clé API, vous pouvez l'obtenir au travers vous suivez notre documentation GitHub et on vous donne tout le mode opératoire pour justement récupérer cette clé. Voilà, cette documentation, elle est faite vraiment pour ça, pour ceux qui ceux qui ne connaissent pas du tout. L'API URL, elle est aussi documentée, donc je vous laisserai
voir le site web, on en parlera tout à l'heure, et bien sûr avoir un logiciel client Postman, de type Postman ou autre. Et donc là, typiquement, la première requête, c'est une requête toute simple, c'est j'appelle la ressource practitioner, donc le point 1, avec comme paramètre de recherche, donc on commence avec un point d'interrogation pour démarrer, pour ajouter les paramètres de recherche, et on utilise l'attribut qui s'appelle family, égale Mbappé, parce qu'il a fait une reconversion, et donc le accolade given, qui correspond au prénom Kylian. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire la deuxième requête. Là, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le practitioner, vous pouvez interroger la spécialité du professionnel. Et donc, typiquement, vous pouvez donc ajouter dans le qualification code, ce que l'on a fait là-dessus, le code système. Donc, et le code système, c'est quoi? C'est notamment la TRE que vous pouvez retrouver aussi dans le guide d'implémentation. Donc, c'est-à-dire que là, je vais dire, interroge-moi sur la ressource practitioner, tous les professionnels appartenant au code système spécialité ordinale et qui est SM41. Alors, je ne m'en souviens plus du code, mais si j'avais le display, ça aurait pu aider. Voilà. Troisième appel, c'est l'organisation. Voilà, donc c'est un appel qui permet de faire un appel delta. C'est-à-dire que vous allez donc interroger la ressource organization, donc point d'interrogation, underscore last updated, donc c'est date de dernière mise à jour. À noter que le underscore, c'est un attribut qui est présent sur l'ensemble des ressources. Donc vous retrouverez le last updated sur le practitioner role, sur l'organisation, etc. Et là, vous allez dire égal GE, ça veut dire greater or equal. Excusez mon accent. Hein. Et c'est 2024-09-10. Donc, c'est-à-dire, récupère-moi toutes les organisations qui ont été mises à jour depuis le 10 septembre 2024 et au-delà. Donc, supérieur ou égal à 2024-09-10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai oublié de préciser, j'aurais dû mettre 2025 parce qu'au final, nos données sont sur 30 jours glissants, donc sur la partie last updated, à noter. Et la quatrième requête, alors j'ai le petit truc, mais j'arriverai quand même à voir. Donc là, c'est un exemple de practitioner Rave Include. Donc, c'est-à-dire que je vais interroger la ressource practitioner, donc c'est-à-dire les professionnels, et inclus-moi également les activités de ce professionnel. Et je rajoute également dans la partie 2, et identifier est égal à 1000, etc. C'est pour dire, récupère-moi le professionnel et ses activités, et dont le professionnel contient l'identifiant 10005 24 826. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Je peux pas vous donner, je pourrais vous en faire 50 de slides, mais voilà, c'est pour vous donner un aperçu de décomposition d'appel de l'API Fire Agnew Santé. Et là, du coup, je vais juste... alors, je prends le partage. Vas-y, j'arrête le partage, tu peux y aller. Ok, très bien, merci. Et là, ce que je vais juste vous montrer, alors je ne vais pas forcément vous montrer voilà, en détail, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc dans la documentation API Fire Agnew Santé, donc une ressource, une collection publique que vous pouvez télécharger et sur laquelle voilà, on a essayé de vous donner le plus d'informations possible, avec notamment des descriptions. Bien sûr, c'est toujours une démarche d'amélioration continue. Hein. Alors, on vous a donné donc une collection publique avec les différentes ressources, des paramètres communs, bien sûr, si vous voulez regarder comment fonctionnent les counts, comment fonctionnent les totals. Bien sûr, le fameux récupérer le capability statement. Donc, vous avez donc ici, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes à Postman, la collection. On a décomposé ça en plusieurs dossiers, donc c'est très subjectif hein, personnellement. Et vous avez des cas classiques avec nom et prénom,
vous avez aussi, pardon, les cas classiques, les techniques avancées, donc avec notamment les paramètres Elements ou les Rev Include. On a les balles MSS, rechercher toutes les balles MSS par balle MSS. Les professions, voilà, donc on vous a mis voilà, les différentes professions avec les différents codes. Le fameux, voilà, là il y a le code système et, comme je vous l'ai évoqué, le code div qui correspond au médecin. Et par date de mise à jour. Donc c'est notamment voilà, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler, enfin pouvoir avoir une sorte de package pour que vous puissiez utiliser l'API Fire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, on a essayé de rendre un peu générique. J'ai pas essayé de le faire sur l'ensemble, mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, vous avez la requête par nom et prénom d'exercice. Et là, vous avez une petite icône où vous pouvez dire bah, je vais taper voilà, mon professionnel qui s'appelle Rhys et qui s'appelle Nicolas, voilà, typiquement. Et voilà, vous avez directement voilà, des champs là-dessus. On essaye au fur et à mesure, hein. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on essaie de faire en sorte que vous ayez tout le package pour pouvoir faire vos différents appels. Et pour terminer, sur la partie environnement, vous avez ici donc l'API URL qui est déjà configurée dessus et sur la V2. Et bien sûr, l'API key que vous devez récupérer sur le site de documentation de l'API Fire Annuaire Santé. Voilà, donc on espère pour vous que voilà, vous prenez en compte cette collection. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et je te rends la main, Alexandre. Je vais partager l'écran. Et je vais laisser la main à Florent sur son retour d'expérience. Oui, bonjour. Donc, nous, on a eu l'occasion de recéter l'API V1 puis l'API V2 Annuaire Santé. Et donc, on veut le mettre en œuvre pour remplacer tout simplement le Web Service V300. Alors, tu peux passer la slide. Aujourd'hui, hein, concrètement, j'ai pris un cas d'usage qui est simple, c'est la création de compte dans notre espace régional, donc dans notre ENRS. Aujourd'hui, on a une extraction qui est journalière, qui est faite en direct par notre solution de stockage. On stocke les idées pro et on fait du diff tous les jours sur cette base de données. Et donc, tous les jours, voilà, on resynchronise tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc demain, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est d'utiliser bien le Web Service Fire. Cette fois-ci, interroger, donc je peux passer la donnée, la slide, interroger cette fois-ci par notre AI pour mettre à jour chaque appel les idées pro donc dans notre base de données d'identité professionnelle. Alors l'idée de ça, c'est que on s'appuie systématiquement sur une identité fraîche de professionnels pour créer ou modifier un compte donc chez nous au grade ESEA, compte SSO donc. Tu peux passer. Voilà, donc la création de compte chez nous, c'est donc dans notre SSO, c'est une recherche par nom, prénom ou IDNAT, hein, ces trois paramètres-là. On a une petite liste, donc on a le petit moteur de recherche qui nous génère une petite liste en fonction de ce qu'on tape. On va faire un choix et ce choix nous récupère automatiquement, donc depuis notre base de données, les données présentes dans l'annuaire santé, nom, prénom, adresse, structure d'exercice, ces choses-là. Et on va donc récupérer tous ces attributs pour créer le compte. Donc, une fois le compte créé, il n'y a aucun attribut qui est modifiable. C'est systématiquement récupéré de l'annuaire santé. Et c'est ce que dit la doctrine, hein, puisque la doctrine du numérique en santé, tout service numérique donc identifie les acteurs de santé, au moins à l'aide de leur identité, quand elle est connue, quand elle existe. Et idéalement, donc les vérifications, on peut les faire soit à échéance régulière, soit à chaque transaction. Voilà.
Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, c'est-à-dire qu'on récupère des données, des informations d'identité professionnelles directement de l'annuaire et on ne les modifie pas. Donc, aujourd'hui en V300, demain en Fire. Alors, pour nous, les avantages de l'API Fire, c'est que c'est synchrone, hein, directement. On interroge, on a une réponse, comme je disais, tout de suite et fraîche. On peut récupérer que ce qui nous intéresse, hein. Typiquement, nous, device, on ne récupérera pas, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va récupérer que ce qui nous intéresse, en l'occurrence plutôt practitioner role et organization. Il y a une simplicité, donc on peut surtout mettre en œuvre un processus de mise à jour d'identité à chaque connexion. Donc, ça va améliorer nos processus. L'identité professionnelle récupérée, elle est fiable puisqu'elle s'appuie sur les référentiels et on peut l'appeler par n'importe quel autre service clé. Il suffit de lui donner la bonne référence et on peut faire appeler cette identité par quelqu'un d'autre. Et puis enfin, des petits mots pour l'ANS, c'est que nous, donc comme on disait, on recette aussi l'API Fire V1 puis V2 et on trouve que l'Agence du numérique en santé est très réactive sur les problématiques de données ou les modifications de données ou même d'API d'ailleurs. Hein. Et on a la plupart du temps une réponse le jour même à nos problématiques rencontrées et des corrections dans la foulée, soit dans l'IG, soit dans l'API quand ça nécessite des évolutions de l'API. Et puis également, c'est un service donc, qui possède une documentation, donc à la fois un implementation guide pour toute la partie modélisation, mais également une documentation très complète de l'API, et notamment, j'ai vu une question sur comment on fait pour chercher nom du practitioner et adresse physique. C'est possible, hein, il suffit de chaîner en fait avec un « et ». C'est dans les techniques avancées, vous trouverez ça dans la documentation. Alors pas spécifiquement ce cas d'usage là, mais voilà. Donc la documentation est très complète et on peut vraiment, en prenant la documentation, s'emparer totalement de l'API et elle est régulièrement mise à jour. Voilà, avec sur son GitHub également. Et dans les attentes, donc j'en ai profité vu que j'avais été invité par l'ANS. Donc effectivement, la question c'est de, alors je vais les prendre dans le désordre, même si la question n'est pas posée, c'est donc l'API Fire est mieux. Du coup, ça veut dire qu'un jour V300 s'arrêtera. Donc on aimerait bien effectivement avoir un calendrier précis de ça. On aimerait bien aussi accéder aux données restreintes parce que fondamentalement, en tant que grade, on en a besoin. Donc, est-ce que c'est, par exemple, je pense au modèle ROR, est-ce que ça sera un espace de confiance annuaire santé pour accéder à ces données restreintes avec l'utilisation d'un certificat IGC Santé, par exemple. On aimerait bien aussi avoir les coordonnées GPS aujourd'hui dans les profils. Ça, c'est super, parce que ça permet de faire des cartos. Aujourd'hui, on ne les a pas. Nous, on est obligé d'enrichir ces données pour avoir de la géoloc à partir des données tirées de l'annuaire. Et donc, voilà, pourquoi pas un profil annuaire santé location qui porterait ces coordonnées GPS. Et puis, certains paramètres et modifiers, même si il y en a un des deux qui est déjà arrivé, Element en l'occurrence, et puis Iterate, donc pour les requêtes pour remonter plusieurs ressources. Et puis, enfin, une dernière question, c'est est-ce qu'on peut imaginer aussi du bulk, donc c'est l'export en masse, qu'on trouve notamment sur le ROR et que pourquoi pas sur l'annuaire santé pour, par exemple, se constituer une première base ou tout simplement regarder concrètement ce qu'il y a dans l'annuaire santé. Voilà. J'ai essayé de faire vite pour laisser un peu de place aux questions. Je vais répondre par rapport à tes différents points, Florent. Oui. Sur la partie accès aux données restreintes, donc voilà, on travaille dessus. Donc voilà, on espère, il y a toute une histoire d'architecture et en même temps de développement que voilà, c'est un temps incompressible, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur ça qu'on est en train de partir, hein, sur le développement de IRIS données restreintes ou IRIS-DR. Sur la partie coordonnées GPS, notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent cette partie-là. Aujourd'hui, il y a deux philosophies. La philosophie c'est l'annuaire santé qui va récupérer les coordonnées GPS
Et à ce moment-là, on le fournit aux différents services de publication, notamment sur l'API Fire. Mais ça veut dire que c'est l'annuaire santé qui gère ça. Nous, on est plutôt dans cette philosophie d'obtenir en fait les données, hein. On récupère les données des référentiels. Pour nous, c'est le référentiel APPS et FINES qui doivent justement récupérer ces coordonnées GPS et nous les transmettre. Aujourd'hui, je sais que voilà, c'est cette partie-là, voilà, c'est en réflexion dans les autres services. Voilà, on n'hésitera pas à vous communiquer sur l'avancement là-dessus. Les paramètres et modifiers Elements et Iterate. Elements, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est déjà intégré. On vous a mis quelques petits exemples dessus, hein, donc il me semble que oui, je pourrais vous montrer, enfin, vous pourrez consulter la collection Postman qui contient oui, les différents elements sur chaque ressource. Et sur la partie Iterate, j'avais déjà vu des issues GitHub là-dessus. Je ne savais pas si c'était quelque chose qui était voilà, vraiment voilà, important pour l'écosystème. Donc peut-être que c'est des choses que l'on peut aussi analyser là-dessus. Il faut juste qu'on sache quel est le cas d'usage. Voilà, s'il y a un réel besoin, et à ce moment-là, on pourrait le faire. Et le Je bulk, pense que c'est EG vers EJ, hein, le grand cas d'usage. d'accord. On part d'un practitioner pour remonter le G puis le J. Ok, parce En que nous, fait, on a le part-up. part-off. Ouais, on a Ouais, le part-off qui permet de récupérer le J d'une G. ouais, mais Sur voilà, alors, c'est de voilà. pouvoir la Et récupérer oui, plus en bas. Hmm. on va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais côté ROR, il y a 3 niveaux de modélisation, il me semble, Hmm. parce qu'il y a l'organisation interne, ou même plus que 3 niveaux. Je pense que le Non, il y a nombre de trois, il y a niveaux n'était OI, pas EJ, connu. EG, EG, EJ, dans cet ordre-là, en partant du plus Ouais. bas. Dans Annuaire, il n'y en a que deux, mais l'idée, c'est qu'on puisse faire iterate d'une ressource plus basse que Organization, en fait, D'accord. pour remonter jusqu'à le J. D'accord. En tout cas, de toute façon, je sais que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la modélisation Finesse Plus contient aussi plusieurs niveaux au-delà de G et de J. Donc, et donc à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être intéressant dans ce cas d'usage-là. Donc, et le dernier point, Bulk et Sport, comment dire, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi, donc en parallèle des données restreintes, pour vous dire qu'on ne chôme pas. Mais voilà, là-dessus, on essaie voilà, de travailler voilà, sur le bulk. On a fait déjà une phase d'analyse qui était assez, voilà, assez importante dessus. Voilà, je ne peux pas forcément donner voilà, de délai de livraison là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on avait essayé de le mettre pour cette livraison en octobre. Ça n'a pas pu se faire. On espère voilà, que une prochaine version contiendra le bulk. Donc, et voilà, je pense qu'on va faire de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va fournir un premier bulk avec quelques voilà, des exports, enfin voilà, quelques requêtes préfaites. Enfin, voilà, enfin, il y a à la fois comment dire, le fait de mettre en place le bulk et le fait de performance, c'est-à-dire là, pour que ce soit le plus simple et le plus rapide possible. On va essayer de faire ça et c'est en cours. Voilà. Super. Merci beaucoup, William, pour tes éléments de réponse. Pas de souci. Là, les prochaines slides concernent voilà, notre côté open source, donc l'orientation open source du projet API Fire. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, comme l'a évoqué Nicolas, on essaie de rendre toutes les choses d'une manière publique, notamment le guide d'implémentation, qui pour moi est la référence du guide d'implémentation, hein, donc voilà, peaufiné par Nicolas. Donc voilà, n'hésitez pas à retenir l'URL pour justement consulter dessus. On a également, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc une collection Postman mise à disposition des consommateurs de l'API Fire. Vous avez donc l'URL avec donc tous les éléments pour pouvoir récupérer comment dire, les variables d'environnement, l'API key, l'API URL, des requêtes prêtes à l'emploi sur les différentes ressources, des variables propres à chaque requête. Donc, comme je vous l'ai montré, hein, le prénom et les noms, par exemple. Et j'ai essayé de vous donner une description brève sur les différentes requêtes. Alors voilà, on essaie voilà, de vous donner le plus d'informations possible.
Et voilà, le but, c'est vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue là-dessus. Et c'est le petit bouton orange que vous avez pu voir, là, le Run in Postman, que vous verrez sur le site, sur lequel vous devrez télécharger et faire un fork du projet. Ensuite, un code source public mis à disposition du serveur Fire de l'annuaire santé. Donc, aujourd'hui, notre serveur Fire, est sur du code public. Donc, vous pouvez le consulter. Vous pouvez même faire watch sur le GitHub, qui vous permet de voir donc les différentes notifications mises à jour du GitHub, notamment le fait que quand on va mettre à disposition la prochaine release, on va faire évoluer le serveur Fire et vous serez notamment notifié des évolutions dessus. Alors, je précise aussi, on a une documentation qui n'a pas encore été mise à jour. Donc, voilà, on espère que vous soyez un petit peu indulgents là-dessus. Mais notre but, c'est voilà, de vous fournir le code le plus mis à jour sur ce serveur. Et bien sûr, tous les liens que je vous ai mis, c'est dans cette documentation qui décrit à la fois les ressources, les différentes requêtes, des exemples de code. Voilà, on a la doc V1, on a la doc V2, on a le changelog avec les différentes API liées à telle version du guide d'implémentation. On essaie d'améliorer les cas d'usage, les cas d'utilisation. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus mis à jour possible. On n'est pas à l'abri de petites coquilles. N'hésitez surtout pas à nous faire partager là-dessus. Et on a aussi, dans la documentation, on parle aussi d'un démonstrateur qui donc permet de voir. Ce démonstrateur, c'est comme, on va dire, un Swagger pour les fonctionnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Swagger? Ça permet de voir comment générer votre requête. Souvent, c'est un peu compliqué de dire je veux je veux savoir quels sont les différents paramètres de recherche sur telle ressource, quels sont les différents codes. Typiquement, dans ce portail, vous avez donc des listes déroulantes. Vous choisissez votre ressource et ensuite, vous avez une deuxième liste déroulante qui affiche les paramètres de recherche sur chaque ressource. Et donc, vous avez donc une URL qui permet de dire qu'en fonction de votre ressource choisie et de votre paramètre de recherche sélectionné, il va vous fournir la requête que vous devez lancer pour obtenir les informations. Et on a aussi innové un petit peu, on a utilisé un espace de discussion sur le GitHub pour justement faire une sorte de canal de communication sur les mises à jour de la version, de l'API, la mise à jour du code du serveur Fire Annuaire Santé. Voilà, donc on va essayer de vous transmettre des informations par rapport à ce canal de discussion. J'ai oublié de le mettre aussi, mais on a aussi un endroit qui s'appelle le Better Uptime, qui permet notamment d'être notifié aussi dans le cas de mise en production ou des opérations techniques sur nos serveurs. Donc ça peut être aussi intéressant. Je pourrais vous le communiquer si besoin. Mais voilà, nous on essaie vraiment d'être le plus transparent possible pour que vous anticipez nos actions. Et voilà, et comme je l'ai dit, et je pense qu'on l'a assez répété, n'hésitez pas à créer des issues GitHub. Donc on a aujourd'hui 3 repos, donc ça peut être un petit peu perturbant, mais voilà, on a un GitHub pour le guide d'implémentation, un GitHub sur la partie server Fire et un GitHub sur la partie documentation de l'API Fire. Donc j'essaie de répondre au mieux. J'ai plus l'habitude d'aller sur la documentation, mais voilà, après j'essaie de regarder et de répondre au mieux sur l'ensemble des issues. Parfait, merci. Alors, ce qu'on propose, c'est quelques petites questions pour clôturer le webinaire. Et ensuite, on aura, je pense, bien 5 à 10 minutes pour prendre les dernières questions sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion d'y répondre.
La première question, c'est est-ce que vous pensez utiliser la V2 de l'API? Ça, c'est juste pour nous, pour avoir un peu un retour sur si ce qui vous a été présenté vous semble utile ou non. Donc, a priori, pas de non, mais un oui massif avec quelques peut-être. Ah si, voilà, il en fallait un, un premier nom qui vient d'arriver. Alors, je vais un peu vite, c'est juste pour avoir un peu des tendances, pour laisser un peu de temps aux questions à la fin. Pour ceux qui souhaitent se lancer, est-ce que vous pensez avoir les éléments nécessaires par rapport notamment à ce qui vous a été présenté aujourd'hui? Bon, là, il y avait un oui massif. Si jamais voilà, certains n'ont pas ce qu'il leur faut, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur ce qui vous manque. Comme ça, ça nous permettra d'alimenter sur ce qui existe déjà. Les quelques noms, là, ici, les 5% de noms, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hop. Pour nous noter un peu aussi comment vous êtes satisfait de ce webinaire, s'il répond à votre besoin. Je vous rappelle, c'est totalement anonyme, donc allez-y si ce n'est pas le cas. Une très bonne note. Merci beaucoup. Et alors, la dernière chose, si vous avez d'autres besoins à nous exprimer ou d'autres questions, allez-y. Et comme ça, ça nous permettra entre-temps de prendre les questions qui ont été posées au fur et à mesure du webinaire. Alors, là, si je vais prendre dans l'ordre où elles ont été posées, je crois que la plus ancienne date de tout à l'heure, qui n'a pas été répondue. Alors, top. Est-ce qu'il y a une différence de contenu entre ce qui existe, ce qui est accessible via les API Fire et les ports CSV de l'annuaire RPPS? Alors, c'est quoi enfin, juste pour être bien précis, Je pense que c'est le V300. Oui, c'est ce qui est c'est le disponible sur V300. l'annuaire, je pense. Oui. Je vais 300, hein. Ouais. Mm. D'accord. Aujourd'hui, sur l'export V300, enfin aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'API Fire, c'est des données publiques. L'export RPPS, si on parle de l'export RPPS profil 1 ou 4, Je pense que c'est que public, là, à mon avis. que public, Je d'accord. pense. D'accord. Aujourd'hui, vous avez toutes les informations dessus. Enfin, toutes les informations qui sont dans les extractions libre accès, vous les avez au niveau de l'API Fire données publiques. Après, en soi, bien sûr, je sais qu'il y a des, voilà, il y a des questions sur le lien entre la ressource practitioner role et organization. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir ces informations, vous l'avez avec l'extraction libre accès. Pour l'API Fire, il faut que vous puissiez réaliser en plusieurs requêtes dessus. Parce qu'aujourd'hui, en termes de performance, si vous voulez récupérer tous ces éléments-là en une seule requête, ça ne va pas être possible au niveau des performances. C'est pour ça qu'on essaie d'explorer la piste du bulk pour justement répondre à ce besoin-là et que vous puissiez récupérer l'ensemble des données. Donc voilà, c'est pour ça on est vraiment dans cette phase-là. Aujourd'hui, ce que je vous propose là-dessus, c'est de faire, de pouvoir faire des liens entre le practitioner et le practitioner role, et ensuite de faire un lien avec le practitioner role et l'organisation. Ça permet entre autres de pouvoir faire cette liaison entre ces trois ressources, parce que si vous le faites en une seule requête, ça risque d'être très compliqué. On essaie au mieux de respecter le standard Fire. On sait qu'il y a des avantages dans le standard Fire, mais on a aussi des inconvénients au niveau des performances. On essaie, nous, de respecter ce temps de 30 secondes, et c'est pour ça que voilà, c'est un peu un défi là-dessus. Merci William. Je vais continuer. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, parce que là, vous êtes en train de nous en poser beaucoup. Mais en tout cas, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra peut-être construire ou alimenter une FAQ ou un document avec les questions que vous avez posées. Alors, juste pour Euh, répondre, le Vas-y. bulk serait à quel format? Il me semble que ce serait au format ND-JSON, il me semble. Ok, merci. À confirmer, mais il me semble que c'est La ND-JSON sur lequel spec, on va partir. la spec Fire impose le ND-JSON, mais vous pouvez en implémenter d'autres. Oui. D'ailleurs, implémentez-en d'autres. Mettez du Mm. JSON normal. OK. Alors, je continue. Quel QoS pour l'API? Vous parliez plutôt de full synchro et synchro partiel. C'est OK de consommer l'API pour rebalancer tel quel les requêtes d'une API de recherche? Ou est-ce qu'il est attendu qu'on réplique la data chez nous? Un gros cache en gros.
Alors là, alors, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, savoir s'il faut faire, comment dire, si le fait de faire des foules à chaque fois, ça pose des problèmes ou pas. C'est, c'est- Euh, je, alors, je peux juste voir la question si ah ça. oui, c'est à 14h24. C'est une D'accord, vieille question qui n'a pas été répondue, mais dans la conversation, pas dans la partie question-réponse. d'accord. C'est de Après, Gaël. très bien. Alors, ouais, j'avais pas vu toutes les. Oui, vous parlez plutôt de full synchro et synchro partiel. C'est OK de consommer l'API pour reverser tel quel les requêtes d'une API de recherche ou est-ce qu'il attend? Bah après, là-dessus, je vous avouerai que là, je vais faire une réponse de Normand, mais comment dire, ça dépend vraiment de votre. Enfin, on va pas imposer votre architecture. Enfin, tu me corriges, Nicolas, hein, mais là-dessus, pour une full synchro partielle, si vous faites que des fulls, c'est à vous de voir, hein. J'ai pas forcément, voilà, on va pas forcément vous conseiller une architecture. C'est pas forcément notre métier en fait. Nous, notre but, c'est vraiment de se servir le code Fire. Après, votre architecture, que ce soit du PHP, du Java ou du .NET, je vous avouerai que je sais, voilà, c'est pas forcément notre côté, quoi. Alors, je continue. Est-il plus facile de sortir tous les finesses relatifs à un SIRET? Alors, c'est la Euh, question qui est juste en dessous de Sébastien Delno. oui, alors oui, je sais. Oui, on a une problématique là-dessus qui est que le SIRET ne s'affiche pas forcément si la structure dispose d'un numéro finesse. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore résolu ce souci-là. Donc c'est un point sur lequel on avait déjà noté l'issue GitHub. On l'a pas encore corrigé cette partie-là. Donc désolé, c'est négatif. Mais on sait que voilà, le but c'est de corriger cette partie, donc d'afficher à la fois pour une structure finesse son numéro SIRET. Aujourd'hui, si la structure a uniquement un numéro SIRET, il aura que ce numéro SIRET là. Mais s'il a l'identifiant finesse, on affichera le numéro finesse et pas le numéro SIRET. Donc c'est ça, voilà, c'est une problématique qu'on a pu constater. Et, voilà, moi, vous êtes informé par rapport à ça. Et on travaillera dessus. Alors, je continue ensuite sur une question d'Olivier Laurence à 14h58. Les API pour interroger l'aurore montrent une limitation pour récupérer les mises à jour limitées à 10 000 records. Est-ce vrai aussi dans le cas de l'annuaire santé? Non, non, vous n'avez pas de limite. Non, vous n'avez pas de limite du tout. Côté annuaire santé, vous pouvez tout récupérer. Il y a pas de limite là-dessus. Alors, je continue sur la question juste en dessous d'Hector Missian, désolé si je prononce mal, à 14h59. En technique, comment faire une recherche entre le nom du practitioner et l'adresse physique, la ville par exemple, qui serait dans l'organisation? Oui, alors bah, c'est exactement là-dessus. Voilà, c'est le fait de pouvoir faire des rave include dessus. Et c'est notamment, bah, ça revient un peu à la question de faire la liaison entre les trois. Et je suis en train de me dire, oui, il faudrait que vous puissiez. C'est vrai, d'un côté, je pense qu'il faut que vous puissiez récupérer les éléments pour que vous puissiez ensuite faire ces liens-là entre le practitioner role et l'organisation. On ne peut pas le faire en une seule requête. Désolé, je vais me répéter un peu, mais voilà, on ne peut pas le faire en une seule requête, mais je vous conseille de le faire en plusieurs requêtes. On a mis une documentation, je le rappelle aussi, hein, sur cette partie-là. On essaiera davantage d'expliquer pour que voilà, vous soyez un petit peu moins dans le flou. Et je pense que la mise en place du reverse chaining aidera aussi voilà, dans cette partie de recherche et de navigation entre les différentes ressources. Merci William. Alors je vois qu'il est 15h29, je pense qu'on va clôturer puisqu'on va arriver à la fin du temps imparti. Donc il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on s'en excuse encore une fois. On va voir pour trouver une manière d'y répondre d'une autre façon, peut-être sous la forme d'une FAQ ou on colligera sur un Excel, je ne sais pas. On vous tient au courant, de toute façon, normalement je crois que vous avez renseigné vos adresses mail, donc on pourra vous envoyer un message à une adresse particulière quand ce sera disponible. Merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci encore à Florent pour le partage d'expérience.
Et comme a dit William, on a plein de documentation, notamment avec le GitHub, où vous allez pouvoir poser d'autres questions quand vous aurez manipulé, si ce n'est pas déjà le cas, sur l'API. Voilà. Donc, très bonne journée à tous. Merci à Merci tous. à tous. Et je répète que l'enregistrement et le support seront mis à disposition sur le site e-santé au même endroit où vous êtes inscrit. Très bonne journée à tous.